Puisque tout Paris, paraît-il, brûle d'impatience de savoir ce qu'il en est de ce livre qui sort comme un fait exprès au moment même où je me retrouve en résidence à Québec, je prends l'initiative d'en dire un mot. Euh, En fait, je crois que le projet remonte à pas mal de temps. Un été, j'étais à la montagne et je faisais des dessins, des croquis tout à fait ordinaires, comme je fais souvent, des croquis d'observation. Et donc, en l'occurrence, la montagne, c'était dans les Hautes-Alpes, oui, dans les Hautes-Alpes, où je vais, où je me rends tous les étés. L'été, c'est formidable, la montagne, n'est-ce pas? Donc, eh bien, je faisais des petits croquis sans prétention. Et le soir, considérant ces croquis, j'entendais bien des voix s'élever en moi, des voix doutant sur la valeur de ces croquis assez ordinaires. Et il faut croire que finalement la pratique du dessin ne m'est pas beaucoup plus familière, pas beaucoup plus simple, pas beaucoup plus décomplexée que la pratique de l'écriture, puisque quand je dessine, donc, je peux observer en moi des voix critiques qui s'élèvent du genre oui, qu'est-ce que ça vaut voilà, alors un petit cliché de la montagne et tu crois que ta journée est sauvée. Dis donc, ce pauvre chromo, c'est pas avec ça que tu vas faire avancer l'histoire de l'art. Ce genre de choses. Euh, Là que déjà je mets en forme, mais qui sont des doutes qui sont assez inhibants, évidemment. Et pour m'en débarrasser, j'ai eu l'idée de placer ces voix intérieures, de les placer directement sous les dessins en question. Comme pour exorciser ces voix qui m'inhibaient. Et je me suis aperçu très vite que le résultat était assez drôle. Et pour moi, libérateur. Euh, Et donc, j'ai été obligé de formuler, de mettre en mots ces voix intérieures qui sont évidemment un peu informes, un peu inconscientes, un peu. Et donc, les mettant en mots, je leur ai donné une forme précise et du coup, ça a permis de m'en libérer. Hein. Euh, mais je m'en suis pas tenu là, c'est-à-dire que j'ai essayé de répondre à ces objections qui m'étaient faites, du coup. Répondre donc, par exemple, mais comment ça, mais je prétends à rien du tout, je le fais pour le plaisir, etc. Et donc c'est à partir de ce moment-là que s'est mis en place l'idée d'établir une sorte de dialogue intérieur, d'accoucher sur le papier d'un dialogue intérieur qui était le mien, en fait, face à tout ce que je faisais, je dessinais. Et très vite, j'ai trouvé que le résultat était assez drôle. Et, euh, et donc j'ai fait d'autres dessins auxquels j'ai ajouté ce type de dialogue. Alors évidemment, ça s'est renouvelé et ça a été pour moi un peu, c'est devenu un jeu pratiquement. Et libérateur au niveau de la pratique du dessin, parce que même si mon dessin était foireux, il pouvait être rattrapé par la drôlerie de ce dialogue en fait. Et je crois que c'est comme ça qu'est né, qu'est né que sont nés ces deux personnages, ces deux figures de Oreille Rouge et son maître. Très vite, voilà, c'est ça, très vite, j'ai eu cette phrase, euh,
Mon assistant a les oreilles rouges parce que je lui tire sans arrêt. Il ne comprend rien à ce qui flotte dans ma tête. Donc il y avait là une instance comme supérieur, un maître, qui, lui, ou un maître ou un surmoi, qui juge la validité de ce que j'essayais d'esquisser. Et donc la voix plus mineure de la défense, en quelque sorte, qui tentait de se justifier. Et très vite, ces voix sont devenues autonomes. Et je les ai entendus clairement, comme étant deux, et ça moi qui ne suis pas du tout romancier, et je ne me suis jamais aventuré sur ce terrain-là, j'ai pris conscience en effet de ce qui pouvait se jouer là quand on était romancier, c'est-à-dire l'apparition de, non pas de personnages, mais presque, oui, de voix. De voix avec un univers propre à chaque fois. Je sentais bien que l'un avait un ton particulier, l'autre non seulement un autre ton, mais une autre vitesse d'expression. Et j'avais absolument rien anticipé. Et donc ça s'est improvisé comme ça sur des petites feuilles. Et puis je les ai rassemblés. euh, et j'ai senti qu'il y avait là matière à, à faire une sorte de feuilleton assez modeste et que j'ai commencé à mettre en ligne sur mon blog. Et c'est devenu Oreille Rouge, le disciple, l'assistant, auquel le maître tire les oreilles sans arrêt. Oreille Rouge et son maître. Alors évidemment, ça envoie sur une piste assez pratiquée déjà en littérature, ce qui aurait pu me complexer. J'avais beaucoup apprécié Jacques le fataliste et son maître, hein, ce genre de choses. Mais j'ai pas voulu m'embarrasser avec ces références un peu lourdes. Et j'ai tout simplement continué à essayer de donner vie à mes deux personnages. Euh, et voyant bien que ça commençait à établir une sorte de légère schizophrénie, ou à mettre en lumière peut-être une schizophrénie qui était en jeu en moi. Euh, Alors j'espère que c'est le cas chez nous tous en réalité, ce qui fait qu'on a autant de mal à adhérer pleinement à ce qu'on fait. Euh, et donc y avait-il moyen de concilier ces deux instances-là? Et ben, c'est tout l'enjeu du livre. Il se trouve que c'est pas théorique du tout, que ces deux personnages sont des personnages, existent dans le livre. Ils sont vraiment autonomes hein, par rapport au dessin, parce que les dessins ne sont pas systématiques, à la différence de mes autres livres. Ils apparaissent occasionnellement, il y a des pages de texte complètes qui peuvent se suivre, et les dessins ne sont pas toujours nécessaires. Et donc on suit ces deux personnages au quotidien. Alors évidemment le quotidien, parce que je voyais mal leur faire vivre quoi que ce soit, ne vivant moi-même rien d'exceptionnel, c'est une chose que j'assume depuis le départ. Le quotidien étant la seule aventure, à mon avis, qui vaille le coup. Le reste n'est qu'un ajournement à ce défi. Enfin, comment vivre au quotidien, comment bien vivre, comment ne pas sombrer, comment ne pas s'éteindre, comment continuer à voir le monde. Comment ne pas fuir ce qu'on est, ne pas fuir le monde
dans la dispersion, la distraction, l'ambition, la projection. Comment trouver un accord avec soi qui ne soit pas non plus une façon d'émission d'une ambition supérieure, qui ne soit pas non plus un confort de loser. Et évidemment, ça soulève tout un tas de questions, qui sont aussi les questions, bien sûr, de la sagesse, un sujet qui m'est cher. La sagesse, on en entend parler beaucoup aujourd'hui, hein, c'est dire si elle nous manque. Bon, on entend peut-être moins parler de sagesse en réalité que d'art de vivre, de bien vivre, de se réconcilier avec soi-même. Il y a toutes sortes de livres qui se créent, qui sont comme des recettes. Évidemment, c'est assez misérable et ça prouve bien il y a là quelque chose qui qui nous manque, qui nous fait défaut et qui est nécessaire. Alors évidemment, les recettes ne seront d'aucune utilité, hein, ça va être une forme d'aliénation, une nouvelle forme d'aliénation ou une nouvelle forme d'ajournement. C'est une chose à régler avec soi-même. Voilà. Mais pour revenir à Oreille Rouge et à son maître, donc on les suit au quotidien, réellement, au quotidien. Et très vite apparaît le problème qui est forcément le mien, puisqu'il s'agit d'un autoportrait, hein, en réalité, évidemment. Mais pas seulement, parce que c'est moi et moi-même, mais c'est aussi moi et mon ami. Et c'est un portrait aussi d'un couple au quotidien, d'un couple dans un appartement qui s'occupe, tant bien que mal, bien qu'étant occupé à rien de particulier, il ne semble pas avoir de travail socialement, mais, on voit qu'ils sont très occupés au quotidien à faire des choses diverses, parfois un peu dérisoires, et parfois un peu plus que ça. Alors évidemment, vivant à deux dans un espace réduit, il est question d'un appartement. Imagine que ce n'est pas une grande demeure. Ils sont un peu les uns sur les autres. Alors, comme tout couple, évidemment, cette promiscuité est source d'une part de tendresse, de complicité. Ça n'en manque pas. Mais très vite, ça tourne au vinaigre, hein, pour un oui ou pour un rien plutôt. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est je n'avais pas pour objectif de me lancer là-dedans, mais voir en effet comment ça part, quoi, les scènes, toute la mauvaise foi des couples, qui peuvent être des couples d'amis ou des couples. Et comment dire, tout ce qui se passe là-dedans, quoi. C'est cette complexité, et puis le retournement constant de l'humeur, l'agressivité qui se retourne en affection profonde, ou l'agressivité qui n'est que l'expression et puis le désespoir, hein, le désespoir qui atteint l'un ou l'autre, et la tentative à chaque fois de l'un et de l'autre de secourir, de venir en aide à l'autre. Et donc il y a cette dimension universelle, hein, du couple. Et puis sur le plan plus anecdotique, il y a aussi la question des finances, hein. Alors ça revient comme un leitmotiv. Les caisses se vident et il va être temps de remédier à un problème que ne veut pas voir le drapier qu'il est
dans sa sagesse, dans son détachement un peu affiché, que ne veut pas voir le maître, le disciple et l'assistant lui rappellent constamment que ça va risquer d'être un problème tout bientôt. Il va falloir remédier à cela. Et donc il y a diverses tentatives de, de gagner un peu d'argent dans un monde où gagner de l'argent est assez difficile quand on n'a pas envie de plonger dans le grand machin socio-professionnel et que l'on souhaite plutôt vivre en poète, ce qui semble quand même légitime, en poète ou en contemplatif. Voilà. Et comment vivre aujourd'hui d'une pratique d'écriture, de dessin, puisqu'en l'occurrence, eux, ils semblent dessiner essentiellement. Comment vivre, comment survivre sans travailler, ou en travaillant pour soi, mais c'est idiot de dire ça, parce que c'est... Ils ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour être... ils travaillent par amour des choses, enfin, leur dessin prouve que leur intérêt, c'est pas leur nombril, leur intérêt, ce qui attire leur regard, c'est le monde. Donc, mais évidemment, ça rapporte pas grand-chose. Et il faut faire avec. Voilà. Voilà, que dire de plus pour donner envie de lire ce livre eh bien, peut-être en lire un extrait. Alors, je ne sais pas, ça fait 16 minutes que je parle, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Je peux tenter de lire un extrait du livre constitué uniquement de dialogues, ce qui lui donne un aspect de pièce de théâtre. Alors là, par exemple, il y a donc un dessin, je ne sais pas si on peut le voir clairement, peu importe, un dessin d'Oreille Rouge. Alors chaque chapitre commence par un titre. En l'occurrence, c'est le 15e chapitre. Oreille Rouge n'aime pas qu'on le regarde dessiner. Alors sur le dessin, constitué de 3 cases, fait au crayon, un petit peu gribouillé, on peut lire « Tu observes l'herbe pousser, tu t'essaies au dessin, tu finiras sans un copec. » Et deux mains ouvertes. Et là, tiré, donc, dialogue, la voix du maître. « Bravo, Oreille Rouge, ton dessin est très réussi. Le crayon de bois apporte à ton trait une douceur très heureuse. Mais je t'en prie, cesse de te tourmenter avec cette histoire de finance. Ça commence à tourner à l'obsession. De quoi te plains-tu? Que crains-tu? N'avons-nous pas un toit pour nous abriter? Ne disposons-nous pas d'un bon stock de noix pour nous sustenter? Allons, allons, il fait un temps magnifique, un soleil éblouissant. La voilà, notre fortune. Oh là là, attention, maître, vous poustillonnez sur mon dessin. Le chapitre suivant. Oreille Rouge sans rhume. Tiens, Oreille Rouge, je suis tombé hier soir sur une page d'Épicure qui pourrait bien éclairer ta lanterne. Voici. Une vie libre ne peut pas acquérir de grandes richesses parce que la chose n'est pas facile sans se faire le serviteur des assemblées populaires ou des monarques. Nous avons une vie libre, Oreille Rouge. Nous ne sommes les serviteurs de personne. Oui, libre et fauché. Écoute donc plutôt la suite. Cette vie libre possède tout en abondance incessante. Et cette prétendue possession vous console? Elle ne me console pas, coquin, elle me contente. Vous vous contentez de peu, cher maître. Mais puisqu'on te dit que cette possession est d'une abondance incessante, oui, c'est vite dit. Ce que je vois, c'est que, hormis les noix, cette abondance est bien théorique. Décidément, ta vue est courte, mon ami. On voit bien que tu ne sais pas ce que c'est que d'être au service d'un patron ou d'une entreprise qui ne pense qu'à faire du profit. Si tu t'éveillais à ces réalités-là, tu mesurerais ta chance, bourre d'ingrat.
Atchoum. C'est ça, atchoum. Alors, je compte sur vous pour faire des coupes, Jean-Paul. Oreille rouge au comble de l'insolence. Alors, il y a là un dessin de la montagne, d'un animal, peut-être un chamois, d'une vallée, de quelques corbeaux ou corneilles, et écrit en crayon: La montagne est belle, belle est la montagne. La vallée est profonde, profonde est la vallée. Ah, Hatchoum. Ah, oreille rouge, ton rhume n'a pas l'air de s'arranger. Dites, maître, je t'écoute. Est-ce que vous ne seriez pas un peu con dans le fond? Intéressant. C'est un koan? Vous pouvez y entendre un koan, mais c'est avant tout une question. Je crois que je vais ressortir les plantes dans la cour. Il ne devrait plus geler à présent. Tu m'aides? Alors, ce chapitre s'appelle Oreille rouge à de la répartie. Alors évidemment, faut voir le dessin de la page en question. Dis-moi, Oreille rouge, peux-tu m'expliquer ce que cette photo fait dans ton carnet à dessin? Quelle photo? Celle-ci. Vous fouillez dans mes affaires à présent, maître? Moi? Pas du tout. Je faisais un peu de rangement dans l'atelier. Cette image est tombée de ton carnet. Hmm. Comme tombe la dernière feuille d'un arbre lorsqu'un vent d'hiver vient le secouer? Si tu veux. Espèce de vieux vicieux. Oreille rouge ne voulait pas déranger. Toc toc. Oui, entrez. Bonjour, maître, c'est moi. Je me doute bien que c'est toi, ballot. Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces papiers? Je suis en train de ranger l'atelier. Je sais bien que vous êtes en train de ranger l'atelier, mais je ne vois pas pourquoi il... Eh, écoute, mon ami, chacun sa méthode. Est-ce que je te demande pourquoi tu fais des gribouillis pour évoquer une forêt de sapins? Comment ça? Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Tu nies? Et ça alors? C'est quoi? Ce ne sont peut-être pas des gribouillis qui veulent se faire passer pour des sapins? Des gribouillis? Vous appelez ça des gribouillis? Appelle ça comme tu veux. Pour ma part, le terme de gribouillis me paraît adapté. Bon sang de bois, des gribouillis, elle est bien bonne celle-là. Des gribouillis, je rêve, pincez-moi, non mais pincez-moi. Eh, c'est bon, calme-toi un peu. Tu es tout rouge, tu t'agites, quel tragédien tu fais? Tragédien? De mieux en mieux? Croyez-vous que je joue la comédie, que je feins l'indignation, que je simule la colère, que sais-je encore, quand je ne fais qu'exprimer mon désappointement, que dis-je, ma peine infinie, devant ce que votre mot de gribouillis, pour qualifier mon trait, relève de crasse méconnaissance de la plus élémentaire notion de style? En l'occurrence, ne pourrais-tu pas baisser d'un ton et passer rapidement à un style plus courtois? Ah, vous avez beau jeu d'en appeler à la courtoisie quand la situation exigerait que nous passions aux armes. Mais tu délires complètement, c'est incroyable. L'orgueil est une bien vilaine mouche pour t'avoir à ce point piqué au vif. C'est ça, continuez à nier l'affront que vous venez de me faire. Plus jamais, m'entendez-vous? Plus jamais je ne consentirai à ce que... Assez. Assez? Tenez, regardez ce que j'en fais, moi, de vos paquets grotesques. Scratch, 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 scratch. Ça va mieux? Allez, sors d'ici et reviens avec le balai quand tu auras trouvé tes esprits. Si dans l'absolu, nulle journée ne peut tout à fait être perdue, cette journée est bel et bien perdue pour le rangement de l'atelier. Je ne te remercie pas.